Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le podcast Libre Serein. Là, on est lundi, en début de semaine avec Wilfried. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important pour chacun d'entre vous, pour bien comprendre. Donc, la base, c'est business en ligne, gagner plus. Aujourd'hui, on va parler des 5 compétences qu'il vous faut pour bien fonctionner dans votre business. Et même si vous voulez accéder à n'importe quel finalement poste, ça vous donne des idées aussi de compétences sur lesquelles travailler qui vous garantissent d'avoir toujours de la place dans une équipe, en fait. Donc ça va être très intéressant, je pense, et je vais laisser la parole à Wilfried pour entamer ce sujet. Yes. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on découpe les 5 sujets. Donc, on va commencer par le sujet de la vente. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est Ok. concrètement la vente, faire une définition? On verra quelques points au sein de la vente. Exactement. Ok, alors, partie vente, c'est conclure et terminer la transaction et s'assurer qu'on récupère l'argent. Donc il doit y avoir la transaction qui doit être faite dans la partie vente. Je crois qu'on l'a déjà mentionné dans un autre podcast, mais il faut le différencier du marketing, que j'imagine on verra après. Et Mm. la vente, c'est véritablement ouais, le dernier pilier de la transaction. On peut tout faire bien en amont, et si on ne fait pas la vente, malheureusement, on ne va pas au bout. Peut-être ce que je peux dire sur la partie vente, c'est que euh, c'est le cœur de votre business globalement. Sans cette partie-là, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça doit être un vrai focus pour chacun d'entre vous, que vous ayez des produits physiques ou des produits numériques. euh, Vous assurer que la partie vente se passe bien est importante. Je vais vous donner juste un exemple, mais j'ai vu des personnes par le passé faire un super lancement produit, dépenser des dizaines de milliers d'euros pour attirer énormément de personnes, faire une belle conférence, etc., de 2 heures, prendre énormément de temps et arriver au bout, le lien de paiement ne marche pas, quoi. Et c'est là qu'on se rend Ouh. compte à quel point la vente a de l'importance, parce que là, il passe à côté peut-être de 100 000 euros dans la journée, et tu te dis, waouh, tu as mis des semaines à tout mettre en place, et juste un petit problème sur le côté vente, et tout retombe à zéro, tu vois. Du coup, c'est même pas forcément par rapport à la personne, enfin, c'est même pas par rapport à leur process de vente, ça peut être lié au logiciel de paiement qui Exact. te. Ouais. La vente, des fois, elle n'est Waouh. pas dépendante de nous, et ça peut être aussi du côté du client, tu vois. Tu as quelqu'un au téléphone, tout se passe bien, etc. Tu lui fais confiance, tu lui dis, bah écoute, je t'envoie le lien de paiement et je te laisse faire de ton côté. Disparition, la vente n'est pas faite, et c'est là qu'est important le rôle du closer, c'est que la vente doit être faite l'heure de l'appel. C'est pas après l'appel, c'est pas voilà, c'est maintenant. Mm. Et ça c'est un rôle important. Ouais. Est-ce que du coup, la vente, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le business ou c'est une accumulation de tous les points qu'on va voir aujourd'hui qui font aussi le business? Alors, je pense pas. Un des 5 points qu'on va voir est plus important. Et en fait, ça dépend aussi où on en est dans notre parcours. Euh, pour moi, il n'y a qu'un des 5 points qui est obligatoire. Et on verra lequel tout à l'heure, parce que c'est pas la vente. Ok. Ouais, ça va peut-être te paraître bizarre, mais pour moi, il y en a qu'un qui est vraiment important. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Par contre, oui, bien sûr. Mais ça peut être, tu vois, pour un produit physique, presque automatisé, ou la vente peut être réalisée aussi par quelqu'un d'autre ou une autre plateforme. Je te donne un exemple, tu crées un super produit comme celui-là, qui se vend très bien, tu le mets sur Amazon, c'est Amazon qui le vend pour toi, et c'est eux qui ont aussi la visibilité, etc. Donc, toi, tu as juste eu la bonne idée de créer un excellent produit, mais tu confies la vente à quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. Ok. Donc, il y a différents types. Là, de ce que j'entends, tu as différents types de ventes du coup qui existent. Tu as de la vente un peu automatisée, tu as de la vente où tu peux faire ça, externaliser ta vente, tu peux faire la vente via un closer. Donc, il y a plein de ventes qui existent. C'est ça? Ouais, il y a plein de moyens finalement de conclure la vente en fonction du prix, en fonction du type de produit. Est-ce qu'il est acheté en présentiel? Est-ce qu'il est acheté en distanciel? Est-ce qu'il vaut plus d'un certain montant? Qui est la personne qu'on a en face? Est-ce que la personne a besoin de conseils pour prendre sa décision, etc. Et je te donne un exemple. Moi, j'ai travaillé plusieurs années du coup pour Decathlon, Ouais. qui est, enfin voilà, quand tu vas chez Decathlon, tu choisis les produits par toi-même. Je ne sais pas si Oui. je me trompe, mais tu fais le tour des rayons, tu sélectionnes les trucs que tu as envie, tu les mets dans ton panier et tu pars. Mais moi, j'étais Ouais. manager du rayon cycle,
où tu vends quand même des produits qui sont plus chers. Et je vivais à côté de Londres, et donc du coup, j'avais régulièrement des personnes qui venaient pour faire des triathlons, pour faire tu vois, des courses longues, et qui avaient aussi les moyens. Donc là, on parlait sur les vélos les plus élevés en gamme, donc plus de 1 000 euros, on va dire, même entre 1 000 et 2 000. Et des fois, je passais une demi-heure pour vendre un vélo, tu vois, d'expliquer exactement tout sur le vélo, faire le tour avec la personne de tout le rayon de OK, j'ai besoin aussi de ça, j'ai besoin aussi de ça. Tu vois, les fringues, des pneus, pardon, des chambres à air de remplacement, tout ce qui peut aller à côté, des trucs de sécurité, le casque, etc. Et faire toutes les ventes complémentaires, parce que du coup, ça c'est un bon exemple, les vélos ont des marges très basses chez Decathlon. Je pense que Ok, c'était, allez, je vais dire 5%, mais je pense que c'était même moins que ça. Je pense que c'était même peut-être 2% ou 3%. Donc des marges, voilà, au ras des pâquerettes. Et donc là où on faisait de l'argent véritablement, c'était sur les ventes complémentaires. Donc il faut comprendre mm, aussi, tu vois, quel est l'intérêt de vendre tel ou tel produit. Là, les gens viennent pour le vélo, mais ils repartent avec des choses qui sont nécessaires pour leur pratique, mais qu'ils avaient peut-être prévu de bâcler ou d'acheter autre part, ou peut-être qu'ils se sont dit, ouais, j'ai déjà, de toute façon. Et c'est les ventes les plus importantes pour le coup. ok. Il faut faire attention à quoi concrètement pour faire une bonne vente? L'élément le plus important pour vendre. Que Ok. Je pense qu'il y a différentes phases du coup dans la vente. Donc, pré-vente, c'est s'assurer que la personne comprend de quoi il s'agit, etc., avant d'avoir véritablement le rendez-vous ou que la personne trouve le produit. Donc, plusieurs exemples. Une personne regarde une conférence en ligne, ça lui permet de comprendre de quoi il s'agit. Elle vient ensuite en appel de closing, et là, on parle du même sujet, et elle a eu le temps de faire ses recherches, etc. Donc, ça va être beaucoup plus facile de lui faire comprendre que s'il faut tout expliquer. Dans un produit physique, ça va être la personne a vu la publicité, elle a été attirée par ce dont on a parlé, et ensuite va voir la page de vente dans laquelle il y a toutes les explications, les descriptifs et tout, et ensuite va passer à l'action. Donc ça, c'est pré-vente. La vente en soi, bah, c'est s'assurer, euh, notamment quand on fait du closing, de ne pas donner des informations qui peuvent amener des objections que la personne pourrait avoir et auxquelles elle ne pensait Mm, pas, tu vois. mm, Euh, Donc, je sais pas, tu lui parles de ça et tu lui dis, du coup, il vous faudra également un chargeur. Ah, comment ça, il me faut un chargeur? Il faut que je l'achète à part. Et du coup, c'est combien de volts et nanana. Voilà, tu as introduit une objection que la personne n'avait pas avant. mm, mm. Et il y a aussi la partie post-vente, c'est-à-dire s'assurer que quand la personne a acheté, la personne est 100% consciente de ce qu'elle a acheté pour pas avoir de remords suite à l'achat et qu'elle revienne et demande un remboursement, par exemple. Donc les conditions Ok, d'achat aussi sont importantes. Est-ce qu'il y a un remboursement? Est-ce qu'il y a la garantie? Est-ce que, tu vois, il y a tous ces éléments-là, quoi. ok. Ah, c'est le tout qui fait la vente quand même. Oui. Sur comment tu fais pour t'améliorer sur la vente? Est-ce qu'il faut participer à des formations? Est-ce que il faut lire des bouquins? Est-ce qu'il faut écouter des films? Ou je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais toi Euh, pour t'améliorer? Ou qu'est-ce que je tu as pense fait pour que t'améliorer? il faut écouter, en fait, euh, quand vous achetez quelque chose, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a fait l'acheter. Ça va vous permettre de comprendre le marketing et la partie vente. Tu vois, je Ouais. sais pas, tu rentres dans un supermarché ou tu pars du supermarché, tu termines tes achats, tu arrives Ouais. à la caisse. Pourquoi est-ce que tu as envie d'acheter des mentos, tu vois? Tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils sont juste bien placés? Est-ce que le packaging est coloré? Pourquoi on a envie d'acheter ça plutôt qu'autre chose? Et c'est pareil pour tous les produits que vous allez acheter. Vous achetez, je ne sais pas, des céréales. Est-ce que c'est pour le goût des céréales ou est-ce que c'est parce que vous les avez vues dans une pub et est-ce que la pub était marrante et tu vois? Ou est-ce que, Mm, mm. je ne sais pas, je vous donne un exemple, Golden Grams, je sais pas si ça te parle, les Golden Grams, Ah oui, 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 j'en ai mangé. qui étaient, voilà, leur pub, elle s'adressait plutôt aux ados, un peu casse-cou, tu vois, qui faisaient du skate, du roller, du BMX, etc. Et donc, du coup, tu vas acheter plutôt ça si tu es ado que les chocs à pic qui s'adressaient plus à des enfants, tu vois, par exemple. Mm. Ouais, ouais. Donc ça, c'est question de marketing, positionnement. Donc réaliser qu'est-ce qui vous fait acheter ce que vous achetez. Et après, travailler sur la vente, pour moi, on ne peut pas vraiment le faire au travers de livres, par exemple.
Ça va plus être un apprentissage de oral, entre guillemets. Donc, il faut en faire l'expérience, il faut avoir beaucoup d'appels pour comprendre comment ça fonctionne et réécouter ces appels et remettre dans le contexte et voir, ah, ok, là j'ai un peu perdu la personne, là j'ai parlé un peu trop longtemps. Là, Hmm. les termes que j'utilise, elle a pas l'air de très bien comprendre. Et du coup, changer ces éléments-là pour arriver le plus proche possible de quelque chose qui correspond. Ok. Après, je donne juste une autre info, mais même si on fait tout ça parfaitement, si on ne comprend pas la personne qu'on a en face de soi, la vente ne se fera pas. Parce que le premier élément, que ce soit pour le marketing ou pour la vente, c'est comprendre qui on a en face et ce dont elle a besoin, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui pourrait la bloquer, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'avancer, etc. Et d'enlever toutes ces objections-là pour lui apporter la solution, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il faut être un bon manipulateur pour être un bon vendeur? Je pense qu'il faut être capable d'aider la personne à comprendre pourquoi elle en a besoin. Donc c'est plus aider la personne à se convaincre elle-même de pourquoi est-ce que c'est bon pour elle. Donc est-ce qu'il faut un aspect de manipulation? Je dirais oui, mais c'est pas la manipulation comme on peut l'imaginer. C'est comprendre, comprendre les termes importants pour la personne et juste lui mettre devant les yeux. Donc tu vois, il y a de la collecte d'informations, Hmm. de la refonte de cette information et ensuite aider la personne à aller au bout. Et là, ça va plus être, ça peut être de l'empathie, ça peut être, euh, est-ce que je dirais de la manipulation? Pas forcément, mais ouais, aider la personne à faire son choix, quoi. Mais j'aimerais bien il faudrait étudier le mot manipulation parce que je crois qu'en vrai, le mot Allez, manipulation, on va regarder, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je suis pas on va sûr. voir. Définition manipulation. Ça va être ultra péjoratif, ça se trouve. Mais je crois pas. Alors, J'ai- c'est marrant parce qu'il y a deux définitions, mais euh, action, manière de manipuler des substances, des produits, des appareils, ok. On va regarder manipuler quelqu'un, parce qu'il y avait aussi Hmm. massage visant à remettre des os en place. Donc, c'est pas ce genre de manipulation qu'on fait. Euh, Action secrète sur une personne ou un groupe de personnes. En psychologie, la manipulation se définit comme ça. Ok. Action secrète sur une personne ou un groupe de personnes. Donc là, c'est pas le cas. Euh, je pense que c'est le même principe, tu vois, de la manipulation, on va dire physique, c'est-à-dire que tu bouges des éléments pour que ça aille dans le bon sens, tu vois. Hmm, Et hmm. sur ça, je serais assez d'accord. Ouais, le bon côté de la manipulation, tu veux dire. Vraiment aider Oui. la personne. Toi, c'est vraiment. Après, ça dépend quel est l'objectif aussi. Euh, Parce que la vente, ça peut être dans un autre contexte totalement. Je te donne l'exemple de une situation de prise d'otage, par exemple. Ben, il va Mhm. falloir manipuler la personne pour qu'elle prenne une décision de ne pas exécuter quelqu'un, par exemple. Et c'est de la Ouais, vente. C'est de la vente de la même manière. Il faut lui vendre le projet qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Tu vois, il y a souvent ça dans les films. La personne dit non, mais t'inquiète, etc. Tout va bien aller. Alors que la personne, elle va prendre 15 ans de prison derrière. oui. Mais tu lui fais complètement oublier cet aspect-là en lui disant il n'y a aucun souci, tout va bien se passer, etc. Et la personne lâche les otages. Tu vois. Ouais, il faut être Là, c'est de bon. la manipulation, il faut pas hésiter à y aller, quoi. Est-ce que justement, tu aurais pour qu'on finisse sur ça, sur cette partie vente, un livre peut-être à recommander ou un audio ou une formation, peu importe, dans ce domaine-là, Alors, qui il y toi en t'a a, je impacté? dirais, Getting to Yes en anglais, donc arriver à oui, en fait. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs sur le sujet. Ok, ça marche. Je te propose qu'on passe au deuxième point, du coup, le marketing. Donc, Le fameux. le fameux marketing. Déjà, est-ce que tu peux, parce que le marketing, je pense que pour beaucoup de gens, c'est très, très large. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qu'est le marketing, concrètement? À quoi sert le marketing et qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas certain d'en avoir la meilleure définition qui soit, même si j'ai fait des études un peu là-dedans, mais enfin, j'ai pas fait marketing, mais j'ai fait management. Bref. Euh, En gros, dans marketing, tu as marché, en fait. Market, marché. Hmm. Donc, ce qu'il faut, c'est le marketing, c'est en gros comprendre les différents marchés
étudier les marchés pour s'assurer de bien positionner les offres qu'on a. J'en ai parlé un petit peu dans d'autres podcasts. Encore une fois, ce produit-là, donc des fameux écouteurs sans fil, à qui est-ce qu'on peut les adresser, tu vois? Donc là, Ouais, Apple a décidé de les adresser à tout le monde, mais on aurait pu les adresser uniquement aux sportifs, uniquement aux gens qui étaient gênés par les fils. Enfin, tu vois, il faut choisir après à qui on les adresse. Et tu aurais fait la coque toute noire, etc. Tu peux la vendre à des personnes rebelles. Enfin, même principe que pour les céréales dont on parlait tout à l'heure. Donc, marketing, c'est ça, comprendre les audiences, faire des recherches dessus, sur la taille des audiences. Et en fait, un marketeur va être du côté d'une entreprise, s'il est employé, qui va lui proposer, voilà, nous, on veut s'adresser à telle cible, on a ça comme produit, comment est-ce que tu le mettrais sur le marché, tu vois? Et comment est-ce qu'on va tourner le positionnement, donc la promesse, etc., pour qu'on on les vende. Donc il y avait un c'est, exemple qui est... Vas-y, je t'en prie. donc c'est pas le marketeur, par exemple, c'est pas le marketeur qui doit trouver la cible. C'est l'entreprise pour laquelle tu bosserais qui doit trouver la cible quand même. Parce que, admettons, la personne, elle apporte un produit. Est-ce que le marketeur il peut être en capacité de dire, bah, tu vois, ce type de produit-là, ça va s'adresser plutôt à ce type de profil-là, et après tourner tout autour? Ou c'est vraiment l'entreprise qui dit, nous, on sort ce produit-là, on a cette cible-là, et le marketeur fait, comme tu dis, bah, toutes les autres démarches pour pouvoir mettre, enfin, donner envie aux gens à cette cible-là d'acheter ce produit-là. Je vais te donner Je un je sais exemple pas si, concret pour que ouais. tu vois. Ah, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, on va prendre encore une fois l'exemple des céréales. Kellogg's a une gamme de céréales, elle a 7 marques de céréales, par exemple. Mhm. Et il couvre déjà un certain nombre de marchés. Peut-être même qui se marchent dessus sur certains marchés, tu vois. Bien qu'ils aient Ouais. des produits, bref, euh, ils couvrent un certain marché. Et ils se rendent compte que avec le produit de base qu'ils ont, c'est-à-dire les céréales, enfin le maïs, ce que tu veux, ils peuvent peut-être en faire autre chose. Donc là, ça va venir à la fois du marketing, de se dire, OK, quelle autre cible on peut toucher et quel produit on peut créer pour couvrir un plus grand marché encore, tu vois. Donc, par Mhm. exemple, il n'y a pas de céréales pour les petites filles, tu vois. Ok. Comment est-ce qu'on peut tourner une marque de céréales pour les petites filles particulièrement? Et ça peut être, je sais pas, céréales princesse, j'en sais rien, qui sont faites exactement pour les petites filles, mais le produit final, c'est le même, tu vois. Le goût va être le Ouais. même que les autres, ou peut-être qu'ils vont les faire à la fraise, j'en sais rien. C'est un peu cliché, mais ils essayent de comprendre en fait comment maximiser le potentiel d'une marque et d'une ressource, quoi. Et du coup, ça va être quoi? Ça va être, ils vont réfléchir sur les couleurs, les mots qu'ils vont utiliser, la Complètement. typographie, toutes ces choses-là. Et du coup, ça se confond aussi avec ce qu'on va voir après, le copywriting et tout ça. Ou non, rien à Alors, ce qu'on voir. va voir après et ce qu'on a vu avant aussi, parce que c'est eux aussi qui vont déterminer à quel endroit est-ce qu'on va les vendre. Est-ce qu'on les vend direct consumer, c'est-à-dire dans les grandes enseignes Leclerc, etc. Ou est-ce qu'on les vend par Internet? Ou est-ce qu'on les vend directement en souscription? Tu vois, il y a plein de façons finalement de vendre ce même produit. Et c'est les marketeurs qui vont déterminer quel est le meilleur endroit pour les placer. Et oui, le goût, la forme, les termes qu'on va mettre sur la boîte. Donc le marketeur, en fait, englobe un peu tous ces éléments-là. Euh, pour moi, c'est le rôle le plus intéressant. Et je vous dirais d'ailleurs, si vous voulez monter en compétence, montez en compétence en marketing, parce que ça vous donne un pouvoir incroyable de maîtriser un peu tous les aspects. Et moi, je me considère plus comme un marketeur que tout le reste, tu vois, Mhm. plus qu'un vendeur, plus qu'autre chose, euh, parce que je suis un peu touche à tout sur ces éléments-là. Et je te dis, je peux lancer demain un site e-commerce, comme je peux lancer un business d'infoproduit, ou comme je peux créer un produit de zéro. Pourquoi? Parce que je comprends les marchés et je vois quand il y a des trous à remplir et je sais comment positionner des offres à l'intérieur. Ça a énormément de valeur.
Et ça, t'as su le faire grâce à des études que tu as fait, grâce à des formations, grâce à des livres, enfin, de te mettre le nez dans le marketing, ça te... Beaucoup d'observations. En fait, j'ai toujours eu un peu ce truc-là de me dire, je sais pas, je vais au supermarché, pourquoi est-ce que j'achète ce produit-là et pas celui-là, tu vois? C'est quoi la différence quand tu es dans le rayon et pourquoi est-ce que tu paierais par exemple pour une marque? Pourquoi est-ce que tu payes plus cher pour avoir des Kellogg's plutôt que pour avoir le truc marque U, tu vois? Hum, hum. Euh, Bah, parce que tu les as vus dans les médias, parce que le personnage qui est associé te parle. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et moi, c'est un truc qui me passionne, tu vois. Et il faut se dire aussi que, enfin, vous le savez tout comme moi, vous êtes entièrement manipulé par les marketeurs, en fait. Tout ce qu'il y a autour de vous. Tu vois, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette marque-là de purificateur d'air? J'en sais rien. Comme je le disais l'autre jour, cette marque-là de bouteille. Ouais. Parce que leur marketing me parle et c'est pour ça que j'ai fait mon choix. Et tout ce que vous achetez autour de vous a été conçu et mis devant vos yeux par des marketeurs qui vous comprennent et qui essayent de prendre votre part de marché, en fait. D'un côté, c'est cool, c'est incroyable et je trouve que quand tu as le nez dedans, bah, c'est assez passionnant quand même, tu vois. Et d'un côté, ça fait peur parce que tu te dis, bah, on en revient toujours à la même chose. Tous les choix que tu fais, en fait, c'est tellement C'est pas les biaisé, tout, tiens. c'est pas les tiens. C'est pas tes choix au départ, ouais. C'est les choix de quelqu'un d'autre qui te les met dans la tête. C'est fou. Incroyable. Et justement, comment tu fais pour quelqu'un qui voudrait bah, s'améliorer dans ce domaine-là? Comment tu fais Oui. pour t'améliorer là concrètement si tu pars de zéro dans le marketing? Alors, du coup, tu me demandais, pardon, j'ai pas vraiment répondu à la question précédente, mais comment est-ce que moi je me suis un peu formé, etc. Hmm. Énormément de vidéos YouTube aussi. Comprendre, écouter des e-commerçants, écouter des personnes qui ont donc des infopreneurs, toutes les personnes qui ont des business en ligne ou des plus grosses entreprises, tu vois. Euh, la fameuse keynote de Steve Jobs, pourquoi il présente le produit de telle ou telle manière, le rythme, la façon de présenter, les bénéfices, etc. Donc, c'est beaucoup d'observations et bien sûr de la mise en pratique aussi. C'est-à-dire que si tu ne testes pas de lancer des produits, de voir comment ils fonctionnent, bah, tu vas pas avoir beaucoup de retours. Donc, tu peux voir comment les autres font, mais à un moment ou à un autre, il va falloir lancer tes propres produits. Et je trouve que c'est une très bonne école de le faire via le dropshipping, par exemple, ou le Ok. e-commerce, on va dire de manière générale. Ça peut être Amazon FBA, ça peut être d'autres choses. Mais voir comment les produits sont positionnés et pourquoi euh, celui-là marche mieux qu'un autre. Qu'est-ce qui fait la différence? Et souvent, ça va être au niveau de la pub. Tout le rôle d'un e-commerçant aujourd'hui, le plus gros de son travail, c'est s'assurer de gagner en visibilité auprès de la bonne audience. Et donc, c'est encore une fois un travail de marketeur. Il faut qu'il crée une vidéo de publicité ou des images de publicité qui parlent aux gens, donc avec les bons termes, avec les bonnes images, avec le bon cadre, tu vois, il faut que la personne Hmm. ressente que ça s'adresse à elle, et arriver dans les aspects techniques, par exemple de Facebook, quand on fait de la publicité, à trouver aussi le segment d'audience qui correspond. Donc sur Ok. Facebook, quand on fait de la publicité, on peut dire, OK, je vais m'adresser aux hommes de plus de 40 ans qui ont telle problématique, ou qui aiment telle marque, ou qui s'intéressent à ça, ou qui n'aiment pas ça. Et là, du coup, ça nous permet de tester des niveaux de positionnement. Et quand mes collègues e-commerçants font de la publicité, des fois, ils testent 50 trucs à la fois. Tu vois, ils vont tester toutes les tranches d'âge, hommes-femmes, intéressés par ça, pas intéressés par ça, etc., 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 jusqu'à trouver exactement, boum, ok, là j'ai le segment qui fonctionne le mieux, je me Ok. concentre là-dessus, jusqu'à ce que je l'ai épuisé, et après peut-être que je testerai autre chose. Ce qui est fou, c'est que du coup, juste si le curseur, tu le bouges, allez, tu t'adresses à des gens de, je sais pas, de 40 ans sur tes pubs, et en fait, tu auras mis le curseur sur 35 ans, ça peut tout changer. Ça peut tout changer, Non, c'est ouf. parce qu'ils sont pas dans la même phase de leur vie, ils s'intéressent pas aux mêmes choses au même moment, ils n'ont pas eu la même enfance ou la même, tu vois. Donc, Et ouais. quand même, le business repose vachement sur un marketeur, en vrai, sur le marketeur. Quasiment tout repose sur le marketeur. Si lui fait une erreur, tout le reste ne fonctionne pas. Et Ouais, tu tu vois, on en peux. revient à la vente. Tu peux faire, tu peux avoir des personnes qui viennent en appel de closing, mais si le marketing n'a pas été bien fait, l'alignement du coup de la personne par rapport à l'offre, etc., n'est pas bon.
et tu te retrouves à Mhm. avoir des appels qui ne mènent à rien, en fait. Donc, il y Ok. a un gros travail côté marketing en amont, quoi. Et encore faut-il qu'il arrive à générer des appels, mais si tout se passe bien, ça devrait être le cas. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. En vrai, ouais, si t'es. Bah, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait lancer son business, il a pas de. Enfin, s'il y connaît rien en marketing, C'est autant mort. pas se lancer, quoi. Parce que tu. Non, Et tu en peux avoir plus, de la chance, mais reposer sur de la chance quand tu lances un business, c'est pas le meilleur business bah, plan, tu vois. là, si on parle plutôt de business en ligne, quand même, je trouve que. Encore un business en dur, je me dis, bon, il y a le marketing à avoir, mais tu vois, par exemple, si tu ouvres un petit e-commerce, bah, tu peux parler aux gens autour de toi, les gens ils vont venir te voir par rapport à toi, enfin, tu as toutes ces choses-là. Sur Internet, c'est plus compliqué quand même. Tu es derrière ton écran, ça s'adresse à tout le monde, les gens ils sont plus à même de swiper ou de partir sur autre chose plus rapidement. Donc, je pense que les compétences, il faut les Je avoir quand dirais, même. un moyen simple de lancer un business, c'est résoudre un problème que vous rencontrez vous. Je te donne un exemple. Ici en Thaïlande, actuellement, il y a très peu, ou il n'y a pas, de marques de bouteilles d'eau en bouteilles en verre. Et il y a une grosse problématique en Thaïlande qui est la plupart des bouteilles d'eau sont en plastique et il fait chaud. Et donc, du coup, ça dissout le plastique qui se retrouve après en microparticules qu'on avale, etc. et qui cause des problèmes hormonaux, des problèmes de santé. Donc, ça c'est mon étude de marché, tu vois, d'une problématique que je rencontre. Et du coup, il y a un marché pour moi pour créer ce produit. Quelqu'un doit créer une bouteille en verre d'eau pas trop cher, tu vois, à peu près dans un certain niveau de gamme, parce il y en a qui sont assez chers. Importés Mhm. d'Italie, les produits importés ici sont chers, Ouais, et personne ne s'est positionné dessus. Donc tu vois, moi je vois clairement un marché là-dessus. J'en ai déjà parlé avec d'autres e-commerçants, et il y a vraiment quelque chose à faire. Donc tu pars en fait d'un problème que tu rencontres toi, ouais. et tu vois en fait s'il se passe quelque chose, s'il y a un besoin, si tu vas le tester aussi. Donc d'ailleurs ça c'est intéressant, mais encore une fois, pour ceux qui ont vu Mad Men, il y a régulièrement dans Mad Men des moments où ils font des tests produits. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des questionnaires, ils vont prendre, je ne sais pas, 5 femmes, leur donner, OK, on vous met 5 rouges à lèvres devant vous, vous allez les tester et nous dire ce que vous en pensez, tu vois, en termes de consistance, en termes de couleur, en termes tu vois, de gamme de prix. Est-ce que le packaging vous plaît? Et tout ça et tout ça. Et ça, c'est ce que ferait du coup un marketeur dans une grande entreprise, Ok, faire toutes ces recherches-là en amont et de se dire est-ce que ça vaut le coup qu'on lance le produit ou pas, quoi. ok. Ah, c'est hyper intéressant. Pour toi, ce serait quoi les trois règles applicables maintenant, je dirais, pour faire du bon marketing? S'il y en a trois, ou il y en a Tu m'en qu'une. poses des questions. Ah, ouais. Faire des recherches, donc pas uniquement se dire ok, là il y a quelque chose à faire, c'est ok, quelle est la taille du marché? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'y adressent déjà, qui peuvent être les concurrents? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me racheter si moi je lance le projet aussi? Tu vois, parce qu'il Faire peut une y avoir vraie des étude trucs de marché, du positifs. coup. Ouais. Vraie étude de marché, et c'est tout le rôle d'un marketeur. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'important? Se, je pense lire beaucoup de choses sur la nature humaine, sur le comportement humain, sur la psychologie. Je Hmm. pense que ça peut jouer beaucoup pour savoir comment Parce que les gens prennent leurs décisions. Mm. comment on réfléchit, comment on pense, comment on prend les décisions, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Exact. Et je pense que c'est le plus important. Là, je t'avoue que Les j'en ai deux pas points. trois. Je, je réfléchis à ce que j'ai comme livre sur le Ouais, t'as marketing, déjà. mais En vrai, c'est deux gros points hein, que tu nous as dit, donc ouais, c'est vraiment important. ouais. Ok. Bon, et du coup, pour toi, c'est la phase la plus importante, le marketing dans un business. Pour l'instant, tu le poserais numéro un. C'est la base de la création de l'offre, en fait. Mais encore une Ok. fois, c'est pas le plus important. Je te dis, sur les 5, Ah, d'accord. c'est pas le plus important. Ok, hâte de savoir c'est lequel. Là, on va passer sur la phase plutôt branding. Du coup, je trouve qu'on en Ok, entend de plus en plus parler. Alors, c'est peut-être moi parce que je m'y intéresse de plus en plus, donc je peux avoir plus en plus de pubs concernant tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, il faut faire cette différence un peu quand tu es sur les réseaux, quand tu es, quand même, peu importe les boîtes. Est-ce que tu peux nous donner déjà
une petite définition du branding, ce que c'est concrètement. Et après, on va en discuter un peu plus. Ouais, donc c'est en gros l'image de marque, c'est à quoi est-ce que vous êtes associé dans l'esprit des gens. Donc on en revient au marketing, le branding fait partie du marketing. Et alors je te donne un exemple. Là, toi, tu es dans ta jungle à la caméra. Les gens pourraient associer ton image avec le fait, OK, il vit dans la nature, dans un pays exotique, etc. Et donc ça joue. Euh, si t'es musclé ou si tu es bien habillé, etc., bah, les gens vont associer aussi cette image à plein de choses. Donc je te donne un exemple d'un marketeur qui le fait très bien, c'est Frank Kern, un Américain. Toutes ses vidéos, il fait ses vidéos de publicité avec son téléphone. Donc jusque-là, rien de spécial. Et donc il se filme comme ça, en général dans sa voiture. Et dans sa voiture, tu vois, quand il tourne la tête, derrière, tu as le petit logo Rolls-Royce de sa voiture qui indique qu'il gagne très bien sa vie, tu vois. Parce qu'une Rolls-Royce, c'est peut-être 400 000 dollars. Et il parle jamais de sa voiture. Mais tu vois en fond que, voilà, il est là-dedans et tout ça. Donc, qu'est-ce que font les marketeurs aujourd'hui aussi dans la plupart des pubs? Et j'en suis un exemple, c'est je l'ai fait sur la plage, je l'ai fait dans ma villa, je l'ai fait à des endroits comme ça, parce que je, enfin, je transporte les gens dans la vie qu'ils ont envie d'avoir. Moi, mon rôle, c'est aider les gens à atteindre cette vie-là. Et donc, si je les inspire au travers de mes publicités à avoir cette vie, forcément, les gens vont cliquer et aller plus loin. Et il y a des tests qui ont été faits par des amis à moi. Souvent, les gens crachent sur le fait, ah ouais, tu loues une Lamborghini pour ta vidéo de pub, etc. Ce qui est souvent mal vu, tu vois. Et ben, le taux de clic sur la publicité C'est énorme. a fait genre x8. Ouais, ça m'étonne pas. Donc leur publicité coûte beaucoup moins cher, juste parce qu'ils ont loué une voiture et qu'ils l'ont mis dans leur pub. Et c'est exactement la même pub, hein. Ils l'ont filmé en double avec la voiture, sans la voiture derrière. Il y a, il y a Cédric Anissette qui avait fait ça aussi. Il avait dit, je sais pas, il avait une vidéo quand il avait une Ferrari pendant une période et il avait fait une pub. Non, c'est la Lamborghini, pardon. Il avait fait bah, exactement la même chose. Il avait fait une Hmm, pub, les deux mêmes. Et il a montré, pareil, le clic, c'était la différence. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, tu as les gens qui te disent, ouais, mais c'est loué, ouais, mais c'est ci, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, on s'en fout parce que la peu base, c'est importe, d'être vu. Ouais. peu importe. La base, c'est ça, c'est d'être vu, attirer l'attention, et on le fait de cette manière-là. Donc, pour en revenir au branding, Ouais. euh, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce que bah, les gens veulent être associés aux bonnes choses et attirer les bonnes personnes, à leur Mm. contenu, à leurs offres, etc. Et donc, si vous faites des erreurs dans votre branding, bah, vous pouvez attirer la mauvaise audience qui, du coup, ne va pas acheter ou ne veut pas être alignée. Donc, dans la qualité de ce que vous délivrez, si par exemple vous vendez une offre à étiquette, ok, vous vendez une offre à 5 000 € ou à 10 000 € et que tout votre contenu sur Instagram est pourri, et fait vraiment amateur, est fait sur Canva à l'arrache, etc., bah, vous n'arriverez pas à attirer cette audience-là. Malheureusement, il faut mettre de la qualité du coup pour attirer des gens de qualité et prêts à payer cher. Donc pourquoi, où est-ce qu'on va retrouver par exemple le marketing de Lamborghini ou Ferrari? Est-ce que tu les vois à la télé? Non. Pourquoi? Non, Parce que c'est pas leur audience. Tu vois, le gars moyen, il s'en fout d'avoir une Lamborghini ou une Ferrari. Enfin, c'est-à-dire, il peut pas de toute façon se le il permettre. peut pas. Il aimerait bien, Par mais il peut contre, pas. dans les magazines de voyage, dans les magazines de yacht, dans les magazines, tu vois, de ce type-là, là, tu vas retrouver des publicités ou des placements de produits ou des reviews de la voiture, des choses comme ça. Mm, mm, Parce mm, qu'ils mm. savent qu'ils s'adressent là à la bonne audience. Déjà des gens qui lisent, ce qui ne représente pas tout le monde, et en plus dans des magazines vraiment spécifiques. Donc ça, on a du branding, on a du marketing, où est-ce qu'on se rend visible, et après la vente sera faite plus tard, quoi. Incroyable. Donc, bien trouvé. Ouais, donc la façon dont tu parles, dont tu te comportes, dont tu t'habilles, comme tu dis, l'endroit où tu te trouves. C'est vrai que moi, j'y pense pas à ça, mais l'endroit où tu te trouves, ça impacte sur les gens qui vont te suivre, qui vont te faire confiance pour acheter ton produit aussi par la suite. Totalement. Et on peut vite être aussi... le problème du branding, c'est que ça va dans les deux sens. Je te donne un exemple, la marque Burberry. Ouais. En Angleterre, la plupart des hooligans portaient du Burberry, tu vois.
Donc la marque a été associée aux hooligans pendant un moment. Il y a eu la même problématique chez Gucci. Je ne sais plus à quelle célébrité elle était associée, mais la meuf, elle faisait que des allers-retours en prison H24 ou en Ok. rehab. Et donc, du coup, Gucci était un peu associé à elle par défaut, parce qu'elle était tout le temps habillée en Gucci, elle mettait tout le temps en avant les trucs Gucci. Et je sais plus. Ouais, d'ailleurs, c'est un bon truc. Avant ça, elle était tout le temps habillée dans une autre marque, et l'autre marque a payé, lui a Donc, offert en fait énormément de vêtements Gucci pour que ce soit Gucci qui se tape la mauvaise réputation. Je crois elle était peut-être habillée en Louis Vuitton avant ou un truc dans le genre. Et ils ont ok. été très malins, ils lui ont offert genre pour 50 000 balles de fringues Gucci pour qu'elle soit visible. Donc, votre branding, il peut être associé aux mauvaises personnes ou en tout cas, vous pouvez des fois en perdre le contrôle. Euh, et c'est le cas aussi de certaines marques qui vont exploser, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas pour combien de temps. J'ai un exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais Crocs, tu vois, la marque Crocs, ok, tu dis, c'est quoi cette daube? Mais Paris Hilton, elle commence à en porter, Kim Kardashian, elle commence à en porter, et tout le monde est là, oh, révélation, tout le monde, il faut que j'en achète. Donc tout le monde commence à en acheter, jusqu'à ce qu'elles n'en portent plus, et là, du coup, la marque s'écroule. Donc ça peut aussi être temporaire, tu vois. Bon, Sauf si sachant tu qu'en arrives à Asie, maintenir. Crocs, ça marche bien, Ah, hein. Crocs, ça cartonne. Crocs, ça cartonne. Ouais, putain. Vraiment, ça coûte cher en plus, hein. En vrai, Ouais. quand tu dis ouais, cette daube, mais c'est vrai, mais en vrai, ça coûte super cher. Euh, Bah, On, attends, 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 voit. juste une autre marque. Ils peuvent se permettre aussi de payer cher parce que c'était les premiers peut-être sur l'innovation. Et Hmm, pourquoi les gens sont prêts à payer 40 euros une paire de Crocs ou 50 euros plutôt que d'acheter un truc bas de gamme? Bah, tu te dis peut-être qu'elles vont tenir sur le long terme. Ils continuent d'innover. Tu sais, as les petits trucs que tu peux mettre dessus, ou hmm, tu as des collaborations et tu as un vrai magasin consacré ouais, à la marque. Tout ça, ça joue dans ce qu'ils peuvent se permettre de faire en termes de prix, quoi. Mais ouais. leur coût de production, c'est peut-être 2 euros, on sait rien. Ouais, ça doit être que dalle. En vrai, c'est incroyable. Et on parle souvent enfin, sur Internet, là, de personal branding. Donc, c'est la même chose. Quand tu dis branding ou personal branding, on est sur. Ouais, personal branding, c'est juste à quoi une personne est associée du coup en termes d'image. Et travailler son personal branding, c'est s'assurer que euh, ce que vous montrez, ce que vous délivrez dans votre contenu distribue vos valeurs et que les gens s'y reconnaissent, quoi. Donc là, c'est hyper important pour quelqu'un qui voudrait se lancer à monter une entreprise, par exemple, sur Internet, vente de formation ou quoi, où il est visible, de travailler à fond son personal branding alors. Exact. Et ça peut être aussi avec qui on est vu. Je donne un exemple, Yomi, qui est vu avec Oussama Hamar, qui a une mauvaise réputation du fait d'être poursuivi en justice, etc., pourrait faire baisser son personal branding de qualité, tu vois. Mais ça lui permet aussi de faire le buzz. Donc Hmm. lui, il a fait un ratio de qu'est-ce qui est intéressant pour moi, est-ce que ça va me faire plutôt gagner en visibilité, quitte à ce que la qualité de ma visibilité soit moins bonne, tu vois, en étant associé à Oussama, ou bien est-ce que, il vaut mieux que je le fasse seul, et il a fait le choix de faire des trucs avec Oussama, qui a bien marché. Il n'aurait pas la Et visibilité qu'il a sans ça. ce qui s'est passé aussi pour Antoine Blanco, qui a été vu du coup avec Yomi dans les 100 pires Ouais, missions, et ce qui lui a permis de faire c'est grandir ça, son business. donc ça c'est marketing d'association. Ok, Il n'était pas forcément visible auprès de l'audience qui voulait toucher avant ça, puisqu'il n'avait pas le réseau pour. Et là, du coup, il se ouais, rend visible au travers de son réseau. hmm, Et c'est super. C'est une très bonne idée. ok, incroyable. Tu nous recommanderais quoi comme livre, je sais pas si tu en as, en idée pour travailler Branding, ça? ah là là, c'est une Peut-être bonne un gars à question. suivre dans ça, si, je sais pas, sur. Je pense que c'est Seth Godin, un des piliers, on va dire, du branding. Euh, attends, je vais regarder, parce que là, j'ai pas tous mes livres. Ah oui, Positioning. Positioning de Al Ries, que j'ai ou j'ai pas? Non, je l'ai pas là. Euh, qui est sur bah, comment se placer dans le marché. Le branding en fait partie, tu vois. Ok. Il y a Building a Story Brand aussi.
Donc là, C'est c'est trop plus intéressant. entre storytelling et euh, ouais, ce que vous faites transparaître dans votre marketing. Ah, c'est trop intéressant. Tu vois, je me posais la question justement, expérience un peu personnelle, mais au début, que je vendais tout le temps j'étais tout le temps en chemise, bien habillé, chemise et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça collait moins avec l'audience qu'on avait, qui est des gens plus simples, tu vois, en mode t-shirt, sweat, tu vois. Et Ouais, depuis que maintenant je fais soit un polo ou soit un t-shirt et tout ça, bah c'est con, c'est juste un t-shirt pourtant. Mais j'ai l'impression que je connecte plus avec eux. En mode, il y a moins de distance entre parce qu'en plus, peut-être ça me faisait trop associer à un ouais, vendeur de de voiture, tu vois, voiture. un peu. Voilà, exactement. Mais Donc, t'as tout compris. Tu dis c'est juste un t-shirt, mais c'est ce qui fait toute la différence en fait. mm, La façon dont tu t'habilles et la proximité que tu peux avoir avec la personne que tu as en closing est extrêmement importante. c'est fou. Ok. Passons sur le quatrième, qui est le copywriting. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire, faire une toute petite définition du copywriting, ce que c'est exactement, et après on en Copywriting, parlera. c'est l'art de convaincre ou persuader par l'écrit. Donc, rédiger des textes de vente, des publicités, des titres, tout ce qui va permettre en fait d'attirer l'attention de quelqu'un et donc de manière plus ou moins longue en fait. À une époque, c'était quelques mots. Ça l'est toujours d'ailleurs dans les vignettes YouTube de vos vidéos préférées. Bah, c'est du copywriting. Comment est-ce que c'est tourné? Genre, les 10, je vous donne un exemple. Euh, les 10 business en ligne à lancer en 2025, c'est du copywriting. Et à l'inverse, ça peut être j'ai lancé les 10 meilleurs business à faire en 2025. Entre parenthèses, ça n'a pas tourné comme prévu. C'est aussi du copywriting. Deux manières différentes d'amener le même sujet. Euh, donc voilà. Écrire et convaincre. Dans les pages de vente, c'est ce qu'on retrouve du coup. Ouais, et ça se retrouve à beaucoup plus d'endroits qu'on le pense, dans les pages de vente écrites, certes, mais dans les vidéos de vente qui sont scriptées, dans les vidéos YouTube qui sont pour la plupart aussi scriptées. Et je ne parle pas uniquement des vidéos YouTube sur le domaine de la vente, mais les vidéos, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, Squeezie ou ce que vous voulez, elles sont écrites. Ou MrBeast, etc. Donc c'est aussi du Ok, copywriting. Ouais, bah, en partie. Je dis pas que tous les éléments le sont, mais il y a des parties qui sont forcément scriptées pour faire passer un message, tu vois. ok. Ça, c'est fou. Et donc, toi, Donc, ça, Enfin, tout est ultra important depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que, du coup, si t'as pas un Ouais. élément, c'est... c'est chaud Mais on de... n'est toujours pas de- à celui le plus important. Ok. Bon, C'est bah, bien, je on l'a présume que gardé c'est pour le la fin. dernier. Ouais. Ouais. Putain. Donc, comment tu fais pour être sûr que tu as un bon copywriting quand tu montes ton business? Parce que Ouais, donc ça va être ta façon d'écrire, ta façon de parler, puisque c'est toujours la même chose, ça va s'adresser du coup à un type de population. Tu parles pas de la même façon exact. peut-être à un jeune de 20 ans enfin, qu'un gars de 40 ans ou 60 ans. Euh, Donc Comment tu t'en c'est sors toujours au cœur du dans... marketing, en fait. Tu vois, dans le marketing, un bon marketeur est capable de faire du copywriting aussi, parce que finalement, c'est le même type de recherche. Un copywriter, quand il va écrire une page de vente, il va faire énormément de recherches sur le sujet. Et voilà. Par exemple, parlons d'un accompagnement sportif à destination des hommes. C'est aussi le copywriter qui va déterminer, OK, à quel type d'homme est-ce qu'on s'adresse? Où est-ce qu'ils en sont quand ils démarrent? Où est-ce qu'ils veulent aller? Euh, Qu'est-ce qui leur parle dans le quotidien? Est-ce qu'ils ont envie de trucs un peu tough, tu vois, la CrossFit, Hmm, des trucs durs? Ou est-ce qu'ils ont envie d'un truc plutôt calme et qui va être simple? Donc, par exemple, si on compare une même offre à destination des hommes ou des femmes dans le domaine de la perte de poids, par exemple, une femme va dire bah, j'ai envie de perdre, enfin de raffermir la peau sous mes bras, avoir une silhouette plus élancée. hmm. Euh, Tu vois, est-ce que des hommes vont utiliser ces termes? Non.
je veux avoir un gros physique de viking, des bras Ah, le énormes et des six-pack. pecs énormes. Ok, et Ouais. un six-pack. Donc, on n'utilise pas du tout les mêmes termes, alors que le contenu de l'offre pourrait être exactement le même. Donc là, c'est le copywriter qui va jouer le rôle de comment est-ce qu'on écrit les pages pour aider cette personne, tu vois. Euh, ce super, enfin, ça va te permettre d'avoir un buste en V qui va te permettre de plaire aux femmes. Euh, ça, c'est un extrait comment ça s'appelle? De Adonis Principle, je crois que ça s'appelle, qui est une super page de vente que j'aime beaucoup, qui était un programme en fait qui se basait sur les proportions d'un homme parfait et justement le buste en triangle. Qu'est-ce que les femmes regardent? Des bras, des avant-bras gros et veineux, tu vois, les biceps, les pecs. Et en fait, tu travailles jamais les jambes parce que c'est pas important. Enfin voilà, tous ces trucs-là. C'est marrant de voir. Donc là, c'est positionner la, enfin, la perte de poids ou avoir un bon physique pour un homme pour plaire. Donc Ah, là, on a ok. marketing, positionnement et copywriting, quoi. Ok. Et voir branding si on a une personne qui le représente. Par quoi tu commences en vrai? Parce que quand tu te lances, parce que en fait, tu commencerais plutôt par le marketing quand même, qui t'emmènerait à faire les différentes branches, donc copywriting, Exactement. branding. Ok. Ouais. Tu Donc, vas te former au marketing, qui qui va te pousser à te former au copywriting, qui va te pousser à te former à la publicité, tu vois, tous les éléments vont venir ensemble. Mais la famille, en fait, c'est le marketing. Et et c'est pour ça pour que. le copywriting, ça se teste, en fait. Tu vois. En fait, tu vas, par exemple, faire deux publicités avec deux textes différents, ou deux images différentes, ou deux scripts différents. Enfin, et tu vois Hmm. celle qui fonctionne le mieux. Une fois que tu en as trouvé une, bah après, tu vas la confronter à nouveau à une autre. Donc là, c'est le principe de A/B testing. C'est le même cas avec avec les pages de vente. Quand on fait du marketing, quand on fait de la publicité, on peut amener avec le même lien, deux pages différentes. Donc en gros, 50% du trafic va aller sur la page A, 50% sur la page B, et on va estimer, OK, quel est le pourcentage de personnes qui passent à l'étape suivante. Le problème, c'est que ça indique pas toujours qui va au bout. Tu vois. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des personnes où on se dit, bah voilà, là ici, on va demander l'adresse email et le numéro de téléphone, et là, on va demander que l'adresse email. Et en demandant que l'adresse email, bah, les gens, il y a moins de friction. Donc, il y a plus de personnes qui passent à l'action. Et par contre, on peut se rendre compte que derrière, il n'y a personne qui prend rendez-vous. Alors que si on demande les deux, il y a plus de friction. Par contre, le taux de rendez-vous est plus élevé. Donc, des Hmm. fois, ajouter de la friction, c'est une bonne chose. Mais tout ça, ça se teste, quoi. Ça, c'est incroyable. Euh, ok. Copywriting, est-ce que tu as des. Enfin, là, c'est quoi? C'est pareil, c'est de la formation. Enfin, on est toujours sur la même chose, non? Ouais, Formation, livre, il y livre. en a. Ok. Je pense à Jim Edwards, par exemple. Après, c'est des vieux livres, Gary Albert, des trucs comme ça, qui sont un peu les pionniers du copywriting à l'ancienne. Dan Kennedy aussi beaucoup. Mais après, en francophone, parmi les personnes que vous regardez peut-être déjà sur YouTube, Stan Leloup, bien sûr, que vous pouvez aller regarder sans problème. En fait, ce qui est intéressant, c'est que enfin, là, on s'aperçoit que pour monter une boîte solide et sur le long terme, tu comprends pourquoi au bout d'un moment, il faut déléguer. Parce que là, juste ce qu'on voit, le boulot, il est monstrueux en vrai. Yes. Donc, C'est pour ça qu'on en vient au dernier, et qui est pour moi le plus important. et on va en arriver au dernier. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être bon un peu partout. Comme toi, tu disais que tu es bon un peu partout. Comme ça te permet de déléguer au mieux, d'avoir la meilleure équipe avec toi sur chaque pôle. Un pôle vente, un pôle copywriting, un pôle branding, Ouais, un pôle en fait, marketing. je ne sais pas si ça te parle les profils en T, les gens qui ont un profil en T, ça te dit quelque chose? Non, En pour le coup, gros, non. ça veut dire que vous êtes bon dans pas mal de choses et que vous êtes exceptionnel dans un. Tu vois, Ok. Hmm. tu vois le principe? Ouais, ouais, complètement. Euh, donc c'est un peu ça. Pour avoir une entreprise qui fonctionne bien,
il faut être capable de savoir faire pas mal de choses, même si vous ne savez pas les faire parfaitement, pour pouvoir estimer, mesurer, etc., les capacités de vos collègues ou de vos employés. Mais par contre, vous devez être très bon dans quelque chose quand même, de préférence. Et ça peut être justement bah, soit le positionnement, soit le branding, soit le copywriting. Il y a au moins un des sujets dans lesquels vous devez être exceptionnel. Tu vois. Mais on ne peut pas être bon dans tout. On ne peut pas être Hmm. vraiment très très bon dans tout. Parce que, tu vois, le copywriting, c'est une pratique où pour être exceptionnel, c'est des années de travail, tu vois. Et tu peux pas mettre des années de travail dans le copywriting et dans le branding et dans tel truc. Ouais, il faut faire le truc tu te sens le mieux et où tu as le plus de teasing à l'intérieur de toi. Moi, je sais que le copywriting, par exemple, me concernant, c'est pas où j'excellerais. Je pense que où je peux être le meilleur, c'est la vente. Et après, le marketing et le branding aussi, ça me plairait. Ce côté Ok. image, travailler l'image et tout, ça peut être intéressant. Ok, bon, on en arrive au dernier, du coup, qui est le plus important pour toi. Hâte de savoir C'est de loin. pourquoi. La partie leadership, du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le leadership et pourquoi pour toi c'est la partie la plus importante? Je vais essayer de donner une bonne définition, mais c'est pas si simple. Je dirais que leadership, c'est inspirer des gens à suivre ton projet, globalement. Et des gens qui ont envie de travailler avec toi, des gens qui ont envie euh, je vais donner un exemple. Elon Musk est un excellent leader de par ses idées, de par ses innovations, de comment il les exprime, etc. Et tu vois, pour autant, c'est pas un très bon communicateur. Quoique, Ouais. ça va, mais par contre, il a des idées tellement grandes que les gens ont envie de le suivre. Et il les délivre. Donc, leadership, ça va être cet élément-là, d'arriver à donner une vision aux gens d'un futur meilleur ou d'un produit meilleur, etc. Et que les gens aient envie de vous suivre. Et pour moi, c'est de loin l'élément le plus important de tout ce qu'on a vu, parce que si tu as ça, bah, tu as tous les autres, en fait. Ça va être facile pour toi d'attirer un bon marketeur, facile pour toi d'avoir un bon copywriter dans ton équipe, et des bons vendeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si tu as une vision suffisamment grande, suffisamment parlante, que tu arrives à la donner aux autres et donner aux autres envie de te suivre, bah, tu vas te retrouver avec tout le reste, en fait. C'est pour ça que c'est de loin le plus important. Alors la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que tu nais leader ou pas, tu vois? Je pense qu'il y a des traits de caractère qui peuvent faciliter le leadership. Justement, la façon d'exprimer ses idées, la vision qu'on peut avoir. Et, mais ça se travaille aussi, en fait. Il y a aujourd'hui bah, d'autres personnes. Je sais pas, je vais prendre Sam Altman, qui est aussi dans le domaine de l'IA, donc qui a créé Hmm. ChatGPT, par exemple, euh, qui peut-être de base n'était pas un excellent leader et qui commence à travailler et à raffiner en fait son message, sa façon de l'exprimer, etc. Voilà, je dis ça juste comme exemple, mais c'est parfois mieux pour un excellent marketeur de s'associer avec un bon leader pour faire passer justement les idées, tu vois, ou quelqu'un capable de délivrer le message. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple? Je sais pas, Apple avec Tim Cook, tu vois, qui est un très bon Hmm. CEO, qui va être capable de faire passer l'idée. Et des fois, faire une erreur sur ça, ça peut planter aussi l'entreprise, tu vois. Par contre, leader, c'est pas un métier en soi, du coup. Ah bah C'est si, celui qui. si, si, ce serait le rôle de CEO en fait, C'est Chief celui qui est en Executive haut. Officer. Ouais. Ouais, parce que c'est lui aussi qui va recruter les bonnes personnes en dessous de lui. Donc, C'est le chef d'orchestre, c'est le chef en gros. d'orchestre et c'est lui qui va fixer la vision pour l'entreprise sur le long terme. Donc, si lui, encore une fois, se Ok. rate ou part dans le mauvais sens, je te donne un exemple. Si Apple se dit que dans 5 ans, le truc qui va le mieux marcher, c'est le casque VR, tu vois, et qu'ils mettent toute leur énergie là-dedans et que ça ne fonctionne pas, Ouais. bah, tu coules ta boîte, en fait. Donc, il faut être capable de naviguer, on va dire, le marché et trouver le bon endroit où te positionner, quoi. Ok. Il y a du bruit Intéressant. derrière ou pas? Au loin? Ouais. Elle est très Non, loin. non, 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 chez moi. Non. Ah non, pas du tout.
Parce que chez moi, il y a du bruit, mais. Enfin, chez moi, dans mes Ah, moi, il bureaux. coupe un arbre juste à côté, moi, donc Non, on n'entend rien. ça a l'air d'aller. Euh, comment tu fais pour développer ton leadership, du coup, pour embarquer les gens avec toi? Parce que si tu as envie de faire une aventure un peu sympa, peut-être au début de te lancer peut-être seul, mais au bout d'un moment, si tu veux embarquer des bonnes personnes avec toi, comment tu Ouais, peux te développer sur ça? alors, je pense que les gens ne se considèrent pas comme des leaders, mais au quotidien, dans ce qu'ils mettent sur les réseaux, etc., ce sont des leaders de pensée, tu vois. Ce que tu partages, les idées que Ok. tu as, euh, il y a des gens qui vont les suivre. Et tu vois, quand tu as un message de quelqu'un sur Instagram qui dit ah ouais, je pense la même chose, etc., tu as raison d'en parler, hein, c'est du leadership. Parce qu'il y a des gens qui suivent votre mouvement, qui n'est peut-être pas le vôtre au départ, mais peu importe. Euh, donc, vous êtes déjà tous des leaders. Vous êtes peut-être un leader pour votre famille, vous êtes peut-être un leader pour votre entourage, des amis, etc. Et Ok. sans vous en rendre compte. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont plutôt leaders, il y a des gens qui sont plutôt suiveurs. Il faut un peu Hmm. des deux. Et des fois, c'est plus facile d'être suiveur pour justement délivrer les projets que d'être leader et de prendre le risque de se tromper, puisque c'est souvent le leader qui peut se tromper. Après, comment est-ce qu'on travaille? Bah, à petite échelle, en ayant des équipes, en recrutant, en ayant des rôles de manager, et au fur et à mesure, pareil, on raffine notre façon de l'idée. Et je peux donner des exemples. Moi, du coup, j'ai fait une école de management. J'ai après travaillé chez Decathlon en tant que manager. Et j'avais beaucoup de mal à faire passer mes idées, tu vois, à mes équipes, parce que j'étais quelqu'un qui était plutôt dans mon coin. Et je vais te dire, moi, j'avais quasiment que des. Donc, on était en Angleterre. J'avais beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Roumains, etc. dans mon équipe, au rayon vélo. Hmm. Et leur façon de passer le temps après le travail, c'était d'aller boire une bière en terrasse, tu vois, d'aller profiter, d'aller passer du temps. Et je n'allais jamais avec eux. Et rien que le fait de commencer à connecter avec eux, d'aller justement pendant ces trucs-là en dehors du travail, bah, on a créé une bien meilleure relation qui fait qu'ils m'ont fait confiance et ainsi de suite. Et je serais passé à côté si j'avais pas connecté sur ces éléments-là. Donc de voir, tu vois, ce qui crée du lien avec eux, parce qu'en plus, tu arrives dans une équipe qui n'est pas la tienne au départ, et parfois c'est difficile. Donc bref, confrontez-vous un peu à ces situations-là, où vous êtes dans des rôles de management, ou tout simplement dans votre groupe d'amis, essayez de comprendre, je sais pas, vous êtes cinq, vous devez aller au restaurant, comment est-ce que vous faites en sorte qu'on choisisse le restaurant que vous avez choisi? Donc là, on peut penser à de la manipulation, mais c'est aussi du leadership, tu vois OK, est-ce qu'on va un truc qui est près, un truc qui est loin? Est-ce que ça correspond à tout le monde? Euh, Il y a, c'est pas il y si a- il y a simple. une, que- il y a une question de posture aussi et de confiance en soi, je pense. Tu as des gens Ouais, quelqu'un qui a énormément de charisme qui rentre dans une pièce, je pense qu'il arriverait plus facilement à embarquer les gens avec lui, comparé à quelqu'un qui veut se faire discret, pas de bruit et c'est sûr. se lancer. Mais Après, sur le long parfois, la terme, je sais personne pas, mais discrète peut aussi être un bon leader, tu vois. ouais. Euh, c'est d'ailleurs un des trucs que disait Steve Jobs, que souvent le meilleur leader dans une équipe, c'est celui qui ne veut pas être le leader, tu vois, qui refuse, donc le reluctant hero, la personne qui refuse d'être le leader, qui est souvent la meilleure personne pour le faire, parce qu'elle a une compréhension du projet global, etc. Elle n'a pas trop envie d'en faire des tonnes. Euh, ouais. Ce qui est, je pense, un peu le rôle du coup de Tim Cook, tu vois. Ils l'ont bien choisi pour ça. C'est hyper intéressant. Ok, bon, tu nous en as dit pas mal, ça va déjà faire 1 heure qu'on est en train de discuter. Tu peux nous refaire un petit résumé rapide de ce Ouais. qu'on s'est dit là sur l'heure et avant de se quitter? Donc on a vu 5 compétences: vente, marketing, branding, copywriting, leadership. Quand on crée une entreprise, bah, on a besoin d'un petit peu de tous les éléments. Au départ, si vous débutez, le plus important, c'est comprendre le marketing et que bah, plusieurs des éléments qu'on a vus font partie du marketing, que ce soit la vente, c'est un tout petit peu à côté, mais branding, copywriting, c'est un peu parti. Et ne cherchez pas à tout accomplir d'un coup. C'est pas possible en fait, tout simplement. Vous n'allez pas pouvoir avoir tous les éléments parfaits en une seule fois. Et faites plutôt en sorte de démarrer, vous lancer et de raffiner chacun des éléments au fur et à mesure
en continuant constamment d'apprendre par des vidéos, par votre entourage, par l'observation des gens autour de vous et des meilleurs peut-être leaders qui existent aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions? Euh, c'est le meilleur moyen d'avancer. Ok. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On On y sera répondra avec ravis plaisir, ouais. de, ouais, d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à cocher la Ouais, c'est petite vrai qu'on vous cloche le demande jamais. ouais, des notifications. Abonnez-vous, ce serait cool. Ça nous Ouais, permet de voir aussi si on est des bons leaders pour vous. Ça joue dans nos éléments de mesure. Ouais. et c'est important nous, ça nous donne de la force aussi concrètement à faire ça tous les matins, à vous apporter de la valeur et à vous donner un maximum de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut Carrément. faire. Donc, bah, on se retrouve demain, Léo, pour un nouveau Yes. podcast. Merci pour aujourd'hui, pour tous tes conseils et Ciao à tout le demain. monde. Profitez bien et on se retrouve demain. Ciao.